J'ai 28 ans. On est en décembre. Je conduis la voiture est pleine d'amis. On revient d'un chalet. Puis la route est recouverte de glace noire, avec par-dessus une petite neige fine qui tombe. Et tout à coup, dans une grande côte à pic, l'auto se met à tourner sur elle-même et tourner. D'un côté, un grand ravin, puis de l'autre, un grand fossé. On aboutit dans le fossé, mais j'ai tellement eu peur de tuer mes amis. Je me souviens au garage, on ouvre le coffre de la voiture, puis la douzaine d'eux, ils sont tous cassés. Je me suis dit, ouais, les cocos brisés, ça a failli être nous. Plus tard, en arrivant à la maison, j'essaye de dire ce qui m'est arrivé, mais je suis pas capable. Les mots sortent plus, ma pensée va aussi vite que d'habitude, mais plus la parole. Puis, ça a été un grand choc, ça m'a pris des mois à m'en remettre. Même encore aujourd'hui, quand il neige puis que je dois conduire, il y a un petit quelque chose de pas comme avant. C'est fou. La peur, elle nous protège, elle nous paralyse, mais aussi, elle nous transforme. Marianne Marceau, Maxime Robin, vous avez pensé à une pièce particulière qui résonne aujourd'hui dans ces temps pandémiques. Qu'est-ce que vous nous préparez? On a travaillé sur Unity 1918 de Kevin Kerr. Alors, ça se passe dans un petit village de Saskatchewan, Unity. On est en 1918. C'est la fin de la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole est en train de se propager et de faire beaucoup de morts. Et puis, alors, c'est l'arrivée de la grippe espagnole dans ce village-là. Et puis, le rapport de peur, par exemple, à cette nouveauté-là qui est fatale, en fait. Comment les humains vont réagir entre eux à un phénomène qui est plus grand qu'eux. Exactement. Ouais. Comment ça va changer leur rapport, comment ça va influencer leur interaction. Vous êtes comédien et comédienne depuis plusieurs années. On vous connaît pour l'intelligence, la générosité de vos prestations sur scène. J'aimerais savoir comment vous abordez la mise en scène puis comment votre travail d'acteur influence cette mise en scène-là. Ben moi, c'est par ce biais-là que je suis entrée dans la mise en scène parce que c'est la première fois donc, que je fais de la mise en scène. Puis ta question me fait penser à un TED Talk, celui de Michel Nadeau, il y a quelques années, qui parlait d'une forme d'empathie, comme si l'humain, quand il voyait un autre humain faire un mouvement, à quelque part, sans le faire, il ressentait à l'intérieur de lui ce mouvement-là. Puis moi, quand je voyais les comédiennes bouger puis faire vivre la situation, c'est comme si mon expérience de comédienne faisait en sorte que je trouvais un chemin dans mon corps pour voir où la situation devait aller, puis faire des... Comme si tu interprétais tous les rôles un peu. Un peu, ouais, oui. Okay. Souvent, au théâtre, tu sais, comme les saisons se font beaucoup d'avance, on doit penser à quelque chose qui nous habite, mais qui n'est pas forcément vraiment dans l'actualité. Là. Puis comme ce projet-là se faisait assez rapidement, on s'est dit c'est notre chance d'avoir quelque chose qui est vraiment actuel. Et puis je pense que c'est très intéressant de voir qu'à une autre époque, c'est ça, il y a quelque chose de très semblable, très semblable qui s'est vécu. Nous, on lisait ce texte-là, puis on n'en revenait pas des parallèles. Là. Ça nous a vraiment saisis. Mais le texte lui-même est magnifique. Ouais. Elisabeth, Unity de Kevin Kerr, ça parle de quoi? Unity, c'est l'histoire d'un petit village de la Saskatchewan qui va se retrouver au sortir de la Première Guerre mondiale avec, tenez-vous bien, une épidémie de grippe espagnole, un virus qui va complètement bouleverser l'équilibre de la ville et décimer beaucoup de choses sur son passage. Tiens donc! Quelle surprise! On peut-tu parler d'une pièce plus pertinente que ça aujourd'hui, qui nous bouleverse profondément pour, d'abord, toutes sortes de raisons. C'est une pièce qui a des personnages qui sont très mystérieux, très intéressants, mais aussi parce que à la lecture de cette pièce-là, qui a quand même été écrite au tournant des années 2000, on se rend compte qu'on n'a pas appris grand-chose des pandémies de l'histoire. Puis, à ton avis, qu'est-ce qui est intéressant dans cette œuvre-là? Mais la première des choses, c'est que Kevin Kerr a vraiment fait une chronique historique. C'est un pan de l'histoire du Canada qu'il nous présente, même si c'est pas, tu vois, c'est pas historique au sens documentaire du terme, mais ça raconte quand même
une situation qui a réellement été vécue en Saskatchewan à l'époque. Donc, la première des choses, c'est que c'est une chronique historique et qui s'appuie sur des faits réels, des faits avérés, des vraies situations. Et de l'autre côté, c'est un texte qui, sans être prémonitoire, nous donne quand même des petits indices comme quoi ce qu'on est en train de vivre actuellement en 2020-2021, c'était déjà vécu avant. Les mêmes réactions, la même montée de la panique, les mêmes mesures répressives. Dans l'histoire, on dit vous portez des masques en tout temps, vous vous mettez en quarantaine, vous avez des amendes de 25 $ si on vous prend à cracher par terre. Donc, une résonance particulière avec l'époque dans laquelle on est actuellement. Je me demandais, Elisabeth, à quoi tu t'attends de cette lecture que Maxime Robin et Marianne Marceau vont faire de Unity? Le personnage principal de Unity, c'est la ville, c'est la société de Unity. C'est ça d'abord que je pense qu'on a intérêt à faire, à mettre en valeur. Il y a dans ce texte-là une rythmique que l'auteur a voulu insuffler. D'abord dans la façon dont il a distribué ses répliques. Ce sont des répliques très courtes, qui sont coupées et qu'il a prévu faire se chevaucher. Mm-hmm. Et ensuite de ça, parce que dans les paroles des personnages, dans les échanges, il y a une dynamique, l'urgence de la situation se trouve dans les échanges. Je te donne un exemple. Au central téléphone, il y a un discours entre Rose et Doris, qui sont les deux responsables du téléphone et l'autre du télégraphe. Et leur réplique, la façon dont elles réagissent aux informations qui rentrent, c'est un petit peu comme aujourd'hui, on a géré la pandémie sur nos réseaux sociaux. On voyait des posts arriver, on voyait des interventions des gens, puis là, tranquillement, par petits bouts, par petites bribes d'informations, la pandémie nous atteignait tranquillement. Pas physiquement, mais par la voie de l'information. Et ça, dans la mise en scène, je pense qu'on a tout à gagner à faire un grand balai avec tout ça. J'aime pas vraiment l'alcool. Pourtant, si je bois pas, ça va pas. C'est comme si j'avais peur. Alors je bois pour plus avoir peur. Catherine Ève, tu veux nous parler du travail de Mélissa Pilon. Oui, parce qu'on explore Unity 1918, cette autre pandémie, et tout de suite, quand on pense pandémie, on pense à ce qu'on a perdu, c'est-à-dire nos rassemblements, ce qui fait qu'on est si bien en société, voire du monde. Ça m'a rappelé le travail de Mélissa, qui est donc une designer graphique, mais qui s'intéresse aux photos d'archives depuis des années. Elle collectionne les photos d'archives dans les magazines culturels, elle les achète sur eBay. Elle s'intéresse particulièrement à la presse ancienne, donc tout ce qui est photojournalisme. Et là, à un moment donné, elle tombait sur des photos de foule et elle s'est mise à les recomposer en diptyques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle enlève complètement le contexte politique, social. On ne sait pas. Est-ce qu'on est en 1897 ou en 1950? On ne sait pas. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous ramène, dans le fond, à nos propres expériences de foule. Puis moi, je me suis dit, tu sais, tu penses à foule, tu penses à Plaine d'Abraham, Fête nationale, la Saint-Jean, les matchs de hockey, tout ce qui nous manque en pandémie. Puis, on explore le thème de la peur, mais moi, pour la première fois de ma vie, en pandémie, je me suis mise un peu à avoir peur des autres. Tu te retrouves, je sais pas, dans un centre commercial entouré de 1000 personnes, tu te dis, OK, cette foule-là, tu sais, qui me protégeait il n'y a pas si longtemps, tout à coup, elle devient un espace de danger, ce qui est quand même triste. Mais c'est un beau travail parce que c'est un travail qui nous ramène à l'essentiel, puis qui nous dit que ça va revenir et que ça a existé à travers les âges de tout temps et que les foules sont multiples. Dans le fond, ça peut être des foules de revendicatrices, des foules en liesse, des foules sportives, il y a toutes sortes de foules, mais il y a toujours la même énergie folle dans une foule. Pour être bien honnête, je ne sais pas comment je vais avancer après, sans toi. J'ai aucune idée. Puis ça me terrorise.
Catherine Ève, tu nous trouves toujours des trésors. Tu as trouvé des statisticiens qui transforment les données en or. Oui, parce que s'il y a une chose qui a changé entre 1918 et aujourd'hui, c'est certainement ça, hein, les données. On est inondé de chiffres et il y a un journaliste de données, parce que c'est un vrai métier, là. Donc un gars de Suisse qui, dans ses temps libres, s'est dit comment je peux rendre ça, donner de l'âme finalement à ces milliers de décès de la COVID. Alors il a composé une petite musique pour boîte à musique, tu sais, avec du papier perforé, un petit peu à la manière des pianos mécaniques. Et chaque trou représente un décès. Et ça donne vraiment quelque chose de très touchant. Et vraiment, il y a des silences. Des fois, pendant les vagues, ça devient strident, très dense. Ça ralentit ensuite. Alors, c'est la musique de la pandémie là-bas, en Suisse. Puis moi, ça m'a aussi rappelé le travail dans le même esprit de Maxence Martin. C'est un doctorant à Chicoutimi qui étudie les forêts anciennes, les forêts boréales. Puis c'est dit comment je peux parler de mes recherches à monsieur, madame, tout le monde. Donc il s'est dit, je vais traduire, dans le fond, donner une valeur musicale à chaque cerne de croissance. Et ça a donné la musique de la vie de nos forêts anciennes, plusieurs fois centenaires ici au Québec. Et donc, on peut écouter cette musique-là. Et moi, je trouve que la nature nous a sauvés pendant cette pandémie-là. Donc, de l'entendre chanter, ça fait vraiment du bien. Élisabeth, si, parce qu'on n'est pas sorti de cette pandémie, si on met la main sur le texte de Unity, en quoi ça pourrait nous éclairer pour voir ce qui va se passer, la suite des événements, de ce qu'on vit à chaque jour présentement? Bien, la première des choses, c'est qu'on a considéré que la pandémie de la grippe espagnole, à l'époque, a duré de 1918 à 1921. Donc, il y a quand même de l'espoir. Dans la durée, c'est 3 ans. Donc, oui. es-tu en train de me dire que ça va durer encore 2 ans? Je ne répondrai qu'en la présence de mon avocat. Je ne saurais pas dire. Mais ce que je sais, c'est que les personnages ont mis en place un certain nombre de mesures et ils ont pris, on sent qu'ils vont prendre du recul par rapport à la situation. C'est j'ose espérer ce qu'on va réussir à faire, nous, en tirant de véritables leçons de ce qui s'est passé dans l'histoire. Par exemple, on le sait que ça a été une catastrophe, la gestion de la crise de la grippe espagnole, on le sait très bien, mais le gouvernement fédéral a créé en 1919 le ministère fédéral de la Santé pour essayer de voir venir les choses et pour essayer de bien baliser, en fait, les paramètres d'une pandémie. Donc, aujourd'hui, c'est de faire confiance à la science qui nous explique et qui nous convainc, en fait, qu'on pose les bons gestes. Le drame dans Unity, c'est que les gens ne sont pas convaincus de ce qu'ils doivent mettre en place pour régler le problème, alors ils font n'importe quoi. Et le conflit dramatique réside précisément dans ces différentes manières-là d'essayer de régler un problème qui est tellement gros qu'il les dépasse tous. Donc, encore une fois, il y a vraiment un parallèle à faire avec ce qui se passe aujourd'hui, mais selon toi, il y a des réponses à aller chercher dans l'histoire, puis aussi dans les œuvres de fiction. Ben oui, il y a de l'humanité là-dedans, profondément. J'aimerais ça peut-être que tu nous parles un petit mot sur Paul Lefebvre qui a fait la traduction de cette œuvre-là. Qui est Paul Lefebvre dans le paysage du théâtre québécois? On dit que certaines personnes sont des gars de char. Paul Lefebvre, c'est un gars de théâtre comme d'autres sont des gars de char. Il connaît tout ce qui s'écrit, il a tout vu et il est en mesure de tenir des discours extrêmement cohérents et intéressants sur la dramaturgie, qu'elle soit québécoise ou internationale, d'aujourd'hui ou du passé. Il occupe une fonction qu'on retrouve peu au théâtre au Québec. Il est dramaturge. Un dramaturge, c'est un conseiller dramaturgique qui est en appui à l'écriture et qui est en appui à la mise en scène et qui est en appui à l'interprétation. Son rôle à Paul, c'est de nourrir la création avec des bonnes idées, avec des faits historiques. Il a lu, il est capable de croiser la dramaturgie, il est capable de dire ce qu'il y a de nouveau dans une œuvre. Il est en mesure, d'abord, quand il choisit un texte à traduire, on peut être certain qu'il y a vu une pépite d'or qu'il faut aller déterrer. Et ensuite de ça, on va polir tout ça. Et c'est ce que peut faire Paul de par son grand bagage. Attention, il n'est pas
critique. C'est vraiment quelqu'un qui est conseiller dramaturgique. Il est la conscience historique du metteur en scène. Globalement, est-ce que vous trouvez que la pandémie fait que c'est de plus en plus difficile de faire du théâtre? Je lisais un article dernièrement sur la langueur. Oui. La langueur qui est sentiment d'une profonde mélancolie qui a tendance à nous éloigner un peu les uns des autres. Puis c'est comme si, oui, j'ai cette expérience-là par la pandémie. À un moment donné, c'est comme si l'élan d'aller vers l'autre, puis de lui communiquer nos sentiments, ou juste de lui communiquer ce qu'on a vécu aujourd'hui, on n'a plus cette énergie-là. On porte une espèce de mélancolie. D'ennui. Qui fait qu'on se retire. C'était intéressant de le constater parce qu'il me semble que le théâtre, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que c'est un rassemblement. Ouais. Et le fait d'être les uns avec les autres nous donne de l'énergie. Donc, est-ce que vous croyez justement qu'il faut redoubler de foi et de feu pour le faire dans ces temps troubles qu'on traverse? Bien, on dirait que le théâtre, en tout cas, dans mon expérience du théâtre, peut-être la tienne aussi, c'est comme tu dis, c'est qui est de plus en plus nécessaire. Plus on s'éloigne les uns des autres, plus la langueur nous isole, plus ces rassemblements-là deviennent importants et deviennent sacrés. Puis c'est quelque chose qui a toujours été présent, mais on dirait que, comme l'expression le dit, c'est en le perdant qu'on réalise à quel point c'est important et c'est précieux, tu sais. La grippe est une maladie à déclaration obligatoire. Centrale. Ça veut dire que t'es obligé de rapporter les cas de grippe au service de santé. Bonjour, Monsieur McNulty. Ben parce que les gens meurent de tous bords, tous côtés. Oui, vous avez parfaitement compris. Défense de cracher. Si t'as la grippe, pas en le public. placard d'un avis sur ta porte. Et ça veut dire que t'es en quarantaine. Je le sais, mais il y a une amende de 25 $. C'est ça. 25 $. Ben non, t'irais pas dans la maison de quelqu'un qui a un avis posé sur sa porte. J'invente pas ça. Ben, vous pouvez la garder dans votre bouche. Vous êtes capable? Ben, t'es obligé de le rapporter parce que c'est la loi. Elle veut savoir pourquoi t'irais rapporter un cas de grippe dans ta maison si ça veut dire que tout le monde va t'éviter comme si t'avais la peste. C'est pas comme la peste. C'est la peste. Meunier, écoutez, Monsieur McNulty. Quoi encore? Je pense que c'est parfaitement normal de pas cracher. Moi, par exemple, je crache jamais. Évidemment que tu peux faire un rapport sur quelqu'un d'autre. C'est même ton devoir s'ils agissent pas de façon responsable. Bon, parce que je suis pas un homme, je gage que je comprends rien à rien de ce que c'est qu'un trop-plein de salive. Pourquoi vous faites pas juste avaler? Puis en passant, cracher, c'est pas une très bonne idée quand on porte un masque. T'as pas la grippe, toujours? Un masque, ça aussi, c'est la loi. Tu l'attraperas pas si tu te tiens loin des maisons qui ont un avis posé sur les portes. Vous pouvez en acheter un ou en fabriquer, mais vous avez pas le droit de sortir sans votre masque. Elle veut savoir si on va continuer à aller chez elle, même s'ils mettent un avis sur sa porte. Ben non, c'est sûr que non. Ben oui, on va y aller quand même. Non, on n'irait pas t'oublier. Non, je porte pas de masque en ce moment. Ben, parce que je suis seule ici avec Doris, puis qu'elle est pas malade. Non, il faut que je te laisse là. Je te reparle bientôt. C'est ça, sois prudente. Je suis pas malade. Non, vous pouvez pas attraper la grippe par le téléphone. Quoi? Comment je sais ça? Je le sais, c'est tout, c'est le gros bon sens. Sentez-vous mon haleine? C'est qui? Sentez-vous le courant d'air? C'est qui, Gérald? Non, vous avez rien senti. Vous avez rien senti, monsieur. Les germes voyagent pas par les fils de téléphone. Un innocent. Mais vous devriez porter un masque si vous allez travailler sur votre batteuse à grains.
C'est exactement là, dehors, que ça peut sauter sur vous puis vous tuer de même, sur place, sans aucune pitié. Oui. C'est ça. Que Dieu vous aide, vous aussi. Un idiot sur toute la longueur. Qu'est-ce que tu fais? C'est un message pour le docteur. 3 autres décès à Rosestown. Il vente, puis ça vient de l'Est. Mets ton masque. C'est qui? C'est Marie. Je veux rentrer. Il est où ton masque? Je veux rentrer. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Donne-lui du... Ouais. Bois ça en premier. Quoi? Bois ça. Ça va tuer les germes. Ça tue les germes, bois ça. Ah oh! C'est chaud. Il faut qu'elle boive ça vite. Pas du bout des lèvres, là. Envoie, avale. Ça brûle. Ça agit pas quand c'est froid. Ça avait-tu refroidi? Non. Je me suis brûlé la bouche. Je suis pas malade. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi la panique? C'est Richard. Oh! Non, ma non, c'est une erreur. Sympathie, ma C'est belle. quelqu'un d'autre. C'est un autre Richard. Petit amour. Non. C'est toi. C'est terrible, mais il faut avoir de la reconnaissance. Pourquoi? C'est un héros. Marie, on n'était pas censé te le dire, là, mais... Doris. L'autre jour, quand la poste est arrivée par le train, il y avait une lettre de Richard. Richard? Qui t'était adressée. Non, touche pas à ça. Ces lettres-là transportent des germes. Je regrette, mais Richard, il avait le... Il l'avait. Il en est mort. Ça me fait rien. Non! Tu les as pas vus, toi? Moi, je les ai vus dessiner dans le journal. C'est trop petit pour qu'on les voie, mais avec un télescope, ils sont capables de les voir comme faux. Quelque chose de lettre de même, t'as jamais vu ça? De quoi tu parles? Des germes! Comme un millier de petites dents, là, puis ça te mange par l'intérieur. Oh non, attends. Oh, on va juste faire cuire la lettre un petit peu pour tuer les méchants de bite. Donne-moi la lettre, je vais la mettre quelques instants dans le four.
Combien de temps? Combien de temps ça prendrait pour tuer les germes? On va prendre la minuterie pour les œufs. Ma colombe, la lettre se sauvera pas. Il faut que je la lise tout de suite. Hey! Marie, mets-la dans le four. C'est suffisant, là.